Brice Hortefeux, vice-président de l'UMP et tête de liste aux prochaines élections européennes dans votre région, Massif Central, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion et avec mes consoeurs Déborah Claude et Perrine Tarnot qui nous rejoindront tour à tour tout à l'heure. Beaucoup de thèmes évidemment. Le retour annoncé de Nicolas Sarkozy, quand et sur quel thème? Un retour d'ailleurs contre lequel se mobilisent certains de vos amis à l'UMP. On a vu ça ce week-end, on en parlera. Le bilan de Manuel Valls que vous ciblez en particulier comme ministre de l'Intérieur et puis également celui de François Hollande sur le front du chômage dont nous allons tout de suite parler. Brice Hortefeux, le chef de l'État, a admis ce mardi ne pas avoir réussi à faire reculer le chômage en 2013. Le pari ou la promesse donc d'inverser la courbe était audacieux. Faut-il aller jusqu'à demander la démission de Michel Sapin, le ministre du Travail, comme le demande Jean-François Copé? Non mais d'abord, attendez, il faut distinguer le fond et la forme. Sur le fond, effectivement, la situation est épouvantable. Et le chef de l'État avait annoncé qu'il prenait un pari. D'ailleurs, moi, je ne suis pas tellement pour les paris en matière de responsabilité publique. Nous avons eu un ministre du Travail qui a fait de la propagande tout au long de ces derniers mois, annonçant l'inversion. Et nous aboutissons à des résultats qui sont des résultats triplement catastrophiques. Ils sont catastrophiques dans leurs données brutes. Et ils sont catastrophiques quand on regarde le nombre de chômeurs des plus de 50 ans. Ils sont catastrophiques quand on voit la situation des jeunes dont le taux de chômage est 2,5 fois, par exemple, supérieur à celui qui est enregistré en Allemagne. Mais là, donc, il y a une stabilité en tous les cas pour les jeunes. Pour les jeunes, mais je dis sur la période... Sur la période, les résultats sont absolument catastrophiques. La comparaison avec l'Allemagne est cruelle dans ce domaine. Mais quand aujourd'hui on entend les responsables gouvernementaux parler de stabilisation, vous dites que c'est de la propagande également? Je dis que c'est exactement l'inverse de ce que dit l'INSEE, puisque l'INSEE annonce une détérioration au deuxième trimestre. Donc c'est l'inverse, encore une fois, de ce qui est dit. Le volontarisme, c'est très important en matière d'action publique, oui. Mais le déni des réalités, c'est très grave. Donc il y a très important et très grave. Et là, on est dans le déni de réalité, puisque nous avions dit dans l'opposition que, hélas, la politique qui était menée dans notre pays en matière de lutte contre le chômage, malgré l'injection de 100 000 emplois publics, ce qui fait l'emploi extrêmement cher, eh bien, cela ne pouvait pas marcher. Enfin, vous avez noté que la politique va changer. Hélas, nous avons eu raison. J'aurais préféré que nous ayons tort. Je le dis très sincèrement. Et vous avez noté nous avons eu raison. L'inflexion donnée à la politique que vous dénoncez par François Hollande lui-même, la politique de l'offre. Il parie notamment, bien sûr, sur le retour de la croissance et également sur le pacte de responsabilité qu'il a mis sur les rails. Alors, premier élément... Est-ce qu'il aura plus de succès en 2014, selon vous, avec cette inflexion? Premier élément, doit-on faire confiance à François Hollande? Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Il annonce aujourd'hui très exactement, enfin il y a quelques jours, il a annoncé très exactement l'inverse de ce qu'il a fait. Très exactement l'inverse de ce qu'il a fait. Donc, pardon, nous voulons... Pardon, donc nous jugerons sur pièce. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Et deuxième élément, est-ce qu'une autre politique aboutirait à d'autres résultats? Celle qui est annoncée, le pacte de responsabilité, la baisse des charges. Oui, mais ça, encore une fois, je vous dis... C'est ce que vous proposez vous-même. Voyons sur pièce. Moi, ce que j'observe, c'est que, et c'est d'ailleurs très réconfortant, parce que si on délivre le message uniquement sur le thème record du chômage, record de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire d'impôts, de cotisations et taxes, record des déficits, record de la dette, record de la délinquance. Bref, si l'on égrène tout cela, et malheureusement les chiffres permettent de rappeler que ce ne sont pas simplement des formulations de l'opposition, ce sont des réalités, tout ce que je viens de dire. Tous ces records qui sont, en réalité, l'addition de ces records, c'est abouti à un record d'échecs. Eh bien, ce qui serait préoccupant, c'est s'il n'y avait pas de contre-exemple, heureusement pour notre pays,
Et il y a des contre-exemples. À quoi Eh bien, je pense à ce qui se passe dans les pays qui sont nos principaux partenaires. Et si vous observez l'Allemagne, le taux de chômage en Allemagne est de 6,9, c'est-à-dire presque la moitié, presque, pas tout à fait, c'est pas la moitié exactement, enfin en tout cas presque la moitié. Vous avez vu que le chef de l'État a rencontré récemment l'inspirateur des grandes réformes Schröder. Il l'a rencontré, c'est sûr. Voilà, ça ne sera peut-être pas son conseiller, mais... Voilà, mais entre la poignée de main et le conseil, bon, très bien. En tout cas, presque la moitié. Quand vous observez qu'en Royaume-Uni, qui était aussi un pays qui était en souffrance, au Royaume-Uni, le chômage est tombé à 7,1%. Que sur les 3 derniers mois, il y a 167 000 chômeurs en moins au Royaume-Uni. Alors que chez nous, allez, si vous voulez être très gentil, vous dites ça stabilise, en réalité ça s'aggrave. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence. Si vous observez par exemple ce qui se passe en Italie... on va toujours se désoler si on se compare. Pas du tout. Juste, moi c'est exactement l'inverse. Et au contraire, ça me réconforte parce que je me dis qu'une autre politique donnerait d'autres résultats. Regardez, il y a une nouvelle qui s'annonce. Attendez, regardez l'Italie pour qu'on comprenne bien. C'est pas des formules, c'est pas des slogans, ce sont des réalités. En Italie, vous avez un déficit qui sera limité à 3%. Pas du tout notre situation, puisque la Commission européenne, qui est donc bien utile de temps en temps pour rappeler un certain nombre de vérités, nous annonce que ça sera à 3,8 fin 2015, et qu'il y aura un excédent commercial de 23 milliards, alors que nous avons un déficit commercial de 60 milliards. Qui s'est aggravé depuis donc, des années. C'est vrai. Mais ça veut donc dire que la politique qui est menée dans notre pays aboutit à une impasse, ça veut dire que ce n'est pas la bonne politique. Et moi je dis, observons ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe dans une certaine mesure en Italie, ce qui se passe dans une certaine mesure, même si le taux de chômage demeure extrêmement élevé en Espagne, mais dans la situation s'assainit. Ça veut donc dire qu'avec une autre politique, nous aurions d'autres résultats. Et donc la France, qui aujourd'hui s'enfonce, est capable de se redresser. Brice Hortefeux, est-ce que vous avez quand même noté qu'avec la politique que présente aujourd'hui François Hollande, certains à l'UMP sont prêts à le suivre? Il y a même Jean-Pierre Raffarin, qui dit « Je suis prêt à voter la confiance ». Si, avec des si, bien sûr, si les économies budgétaires sont au rendez-vous, si les baisses effectives de charges le sont également. Donc il y a quand même... Que pensez-vous de cette démarche de Jean-Pierre Raffarin? Si vous voulez... Il n'a pas autant d'a priori que vous. Les mots, naturellement, sont très importants. Le vote de confiance. Ce qui compte, c'est sur le fond. Je vous le dis, je suis convaincu que Jean-Pierre Raffarin, comme l'ensemble de la famille UMP, ne demanderait qu'une seule chose, c'est que le gouvernement change réellement de politique, ne demanderait qu'une seule chose, c'est que ça marche, ne demande qu'une seule chose, c'est qu'effectivement on aille concrètement, par exemple, vous avez raison, sur l'allègement des charges des entreprises, mais l'histoire des contreparties, pardon, ça n'a jamais fonctionné. Ah bon, vous pensez qu'on ne peut pas demander légitimement du donnant-donnant, je veux dire, demander des contreparties chiffrées aux entreprises? Écoutez, honnêtement, c'est une vue de l'esprit, ou pour mettre plus prosaïque, c'est simplement un slogan. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en revanche, sur le fond, qui est besoin d'alléger rapidement, fortement les charges qui pèsent sur nos entreprises, oui, mais on n'en prend pas le chemin. Prenez l'exemple de l'imposition sur les sociétés. Nous avons aujourd'hui le taux d'IS qui est le plus élevé d'Europe, Et nous avons 2 pays en Europe, dont le Royaume-Uni, dont je parlais à l'instant, qui baissent leur impôt sur les sociétés. Donc écoutez, nous faisons exactement l'inverse. Donc ça, je vous dis, ça ne marche pas s'il ne change pas. Est-ce que vous voyez dans l'objectif louable donc, de créer de l'emploi de la part de François Hollande également une manœuvre tactique? On a parlé de la triangulation, c'est-à-dire aller sur les terres de l'adversaire. Le mot fait peur, mais il avait été, la méthode avait été également prêtée à Nicolas Sarkozy, qui braconnait aussi un peu sur les terres de gauche, sur certaines thématiques. Non mais que François Hollande soit un tacticien pour lui-même, ça franchement j'en ai jamais douté. On l'a tous vu à l'occasion de la campagne interne au Parti Socialiste, où il était crédité de 3%, 3% auquel à ce rythme il va bientôt revenir d'ailleurs, très honnêtement. Mais c'est un tacticien, oui, mais utile au pays, franchement les résultats ne plaident pas dans ce sens. François Hollande a évoqué en Turquie la perspective lointaine d'un référendum pour l'entrée ou non de ce pays dans l'Union. Que pensez-vous de cette idée ? Écoutez, en tout cas, l'idée qui est une mauvaise idée, c'est de parler de l'adhésion de la Turquie à l'Europe pour une raison très simple, pardon, peut-être très basique, mais qui me paraît assez difficile de contredire, c'est que la Turquie n'est pas dans le continent européen. Voilà. L'immense majorité du territoire turc... Il n'y a pas de débat, donc. Non. L'immense majorité du territoire turc n'est pas sur le continent européen. Donc c'est un élément, mais c'est comme ça que ce pays se sent, à mon avis, c'est un élément dont il faut tenir compte s'agissant de la construction européenne.
Voilà. Alors qu'il y ait des partenariats, qu'il y ait des liens privilégiés, qu'on essaie d'avoir des relations qui soient extrêmement précises, fortes, denses, commerciales, culturelles, bien sûr. C'est indispensable. Mais la question, le pays est-il en Europe, ça a été tranché par la dérive des continents. La Turquie ne fait pas partie du continent européen. Le chef d'État célibataire, une situation normale pour vous? Dès lors que la situation personnelle n'empiète pas sur l'exercice de la vie publique, franchement, ce n'est pas notre sujet. Ce qui était préoccupant, c'est le côté ridicule. Et c'était un peu, effectivement, gênant qu'il y ait, après le ridicule, dans un autre domaine que nous avions connu avec la petite Leonarda qui taclait en direct le président de la République après sa conférence de presse où on était franchement français humiliés par cette attitude. Là, le côté le président avec un casque noir vissé sur la tête, c'était pas forcément glorieux. Vous avez trouvé ça ridicule? Donc, je pense qu'il y avait un risque pour les Français que cela soit perçu comme ridicule. Il est heureux que cet épisode soit tourné. Est-ce que cet épisode sentimental qui s'est donc tourné, qui s'est refermé maintenant, marque la fin, selon vous, de la notion de première dame? Par définition, s'il n'y en a plus, il peut y en avoir à nouveau. Bien sûr, donc, une première compagne, mais est-ce qu'il faut donner une existence, même dans les murs de l'Élysée? Je sais qu'on aime beaucoup réglementer, normaliser, légiférer. Écoutez, ça ne fonctionnait pas si mal. Voilà. Comme ça. Donc je ne suis pas pour qu'on rajoute encore des textes, des normes sur ces sujets. Très bien. Allez, nous allons évoquer maintenant le retour annoncé de Nicolas Sarkozy, avec Déborah Claude, annoncé par certains, par Bernadette Chirac, tiens, elle le dit, on l'entendra dans un instant. Avant cela, un gros plan sur d'autres comebacks officialisés. Ceux-là, ils font grincer des dents. Oui, ce sont vos camarades tête de liste UMP pour les élections européennes dans certaines régions, Marie Brémaud et Quentin Calmet. Renaud Muselier, Nadine Morano, Michel Alliot-Marie, 3 députés battus aux dernières législatives, quasi assurés d'avoir une place au chaud au Parlement européen. La méthode passe mal auprès des militants. À demi-mot, certains responsables l'avouent. C'est les Français qui nous le disent. On nous dit, alors les municipales c'est bien, on va voter pour un maire parce qu'on le connaît, c'est l'élection la plus proche. Et les européennes, c'est l'élection la plus lointaine parce que on a le stéréotype de on va recaler ceux qui sont anciens ministres. Ceux qui se retrouvent en deuxième place font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est le cas de Françoise Grossetête, députée sortante qui a dû céder sa place dans le Sud-Est à un homme, Renaud Muselier. C'est important aussi d'avoir quelques candidats qui permettent de rassembler justement certaines sensibilités qui pourraient être peut-être moins enthousiastes pour aller voter pour des élections européennes. L'enthousiasme européen, il n'est pas partagé par tous les cadres de l'UMP. Henri Guénaud, ouvertement eurosceptique et très remonté contre le parachutage d'Alain Lamassoure du Sud-Ouest en Île-de-France. Alain Lamassoure qui incarne à l'UMP l'Europe fédéraliste. Dans ce choix de la tête de liste pour l'Île-de-France, on a décidé délibérément de prendre le risque d'affaiblir l'UMP et de la diviser. Je ne peux faire autrement que d'en faire le constat. Mais je vais m'efforcer, en prenant sur moi, de ne pas affaiblir davantage ma famille politique. À l'UMP, il va donc falloir trouver un compromis sur le projet et sur ce qu'il y a derrière cette ligne patriote et européen, un jeu d'équilibristes. Voilà, Déborah Claude de l'AFP nous a rejoint. Bonsoir Déborah, vos questions à Brie-sur-Tefeu. Sur l'UMP, il y en a beaucoup, de questions à poser. Il y en a beaucoup. Alors on dit qu'il se murmure dans les couloirs que les européennes, ça va être le top départ pour le retour de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous nous confirmez cela? Non, d'abord les européennes, ça sera l'occasion pour l'UMP d'afficher ses ambitions, des candidats. J'ai écouté le reportage. En réalité, le reportage montre bien combien il était difficile de critiquer l'UMP sur la préparation de ce scrutin, puisque précisément, nous concilions à la fois l'expérience, le renouvellement, c'est-à-dire de nouvelles têtes de liste. Pas seulement, on avait beaucoup de revenants là, dans le sujet. Justement, et précisément des personnes d'expérience. D'ailleurs, je lisais hier, je revenais précisément de Bruxelles, dans le Thalys, qui est le TGV qui relie Bruxelles
Bruxelles, à Paris, je lisais la presse. C'est très intéressant. Il y a une série d'articles sur le thème, c'était peu de renouvellement à l'UMP. Et dans d'autres journaux, c'était l'UMP a assuré la continuité, contrairement aux autres fois où on changeait les députés régulièrement. Juste sur cet aspect. Mais le casting a été quand même un peu difficile. Non, le casting s'est fait. Le marchandage. Non, pas du tout. Michel Alliot-Marie, qu'on a annoncé à Neuilly, et puis ensuite dans le Sud. J'étais à la commission d'investiture, j'ai participé à ces instances. Je vous le dis, on avait annoncé, vous aviez collectivement annoncé quelque chose de très compliqué. Et s'il y a quelque chose de compliqué qui s'est passé, c'est au Parti socialiste, où il y a des recours sur quasiment toutes les désignations des têtes de liste. Henri Guénaud, la colère d'Henri Guénaud, oui, elle est... justement, vous évoquez une personnalité. Bah, oui, vous le savez. Je ne vous le révèle pas, j'espère. Henri Guénaud est une personnalité sympathique, originale, intéressante. Il est souvent en colère ces temps-ci. Mais c'est peut-être dans les globules qu'il a ça, mais c'est une personnalité qui est indépendante. Donc, il parle... Et qui a un positionnement européen très différent, par exemple d'Alain Lamassoure, qui le critique pour son parachutage en Ile-de-France. C'est la question aussi qu'on peut poser. Quelle va être la politique européenne de l'UMP? Attendez, justement, mais pour terminer sur les candidatures, si la démonstration a été faite, d'abord, qu'il n'y avait pas de vraies difficultés, aucune, ça s'est fait honnêtement sans difficulté, je vous le dis très sincèrement, il peut y avoir pour telle ou telle personne, mais comme ça, mais pour les têtes de liste, ça s'est fait sans aucune difficulté. Nous concilions des personnalités qui ont eu de l'expérience gouvernementale, des personnalités qui ont une grande expérience au Parlement européen, le blabla qui est très facile, à la fois véhiculé par le milieu politique et journalistique, que la France ne compte pas au sein du Parlement européen. Juste un détail, le président du premier groupe au Parlement européen est français, et le président de la principale commission du Parlement européen, M. Alain Lamassoure, est effectivement français, et on lui confie la tête de liste dans la première région de notre pays. C'est dire comme on compte peu. Bon. Troisième élément sur la nécessité du renouvellement, on dit sans arrêt, les partis politiques recasent pas du tout. Et je vais vous donner un exemple très simple. Michel Alliot-Marie, elle a été... Je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons progressé. Et jusqu'à présent, il y avait 28% des députés européens, toutes sensibilités confondues, qui étaient là pour 3 mandats, c'est-à-dire qui étaient au 3e mandat, qui avaient eu le temps de connaître, d'appréhender, de maîtriser le mécanisme communautaire. C'était 38% pour les Allemands et 48%, 49% pour les Britanniques. Nous rejoignons cette tendance. Donc nous allons à la fois des députés qui sont ancrés dans le fonctionnement communautaire, et combien c'est important. Je vous le rappelle, mais vous le savez qu'aujourd'hui, les deux tiers de notre encadrement normatif proviennent de Bruxelles, c'est-à-dire de la Commission, du Conseil et du Parlement. Donc c'est dire combien c'est important. Michel, sur le fond, comment vous allez concilier des positions qui sont parfois très éloignées? Bien sûr, notre famille est une famille de rassemblement. Ça signifie quoi? Ça veut dire, très simplement, pour la résumer, il faudra naturellement qu'on le décline tout au long de ces semaines qui s'ouvrent, c'est que nous aimons l'Europe, mais nous l'aimons tellement que nous considérons qu'il faut la changer, la faire évoluer, la modifier. Donc ça, tout le monde, voilà, vous donnez raison à tout le monde avec un slogan comme ça. Non, je pense qu'on est très raisonnable. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne tire pas un trait sur tout ce qui est l'acquis européen, mais nous avons aussi conscience que l'Europe doit évoluer, notamment dans l'exercice de ses compétences. Il y a des compétences que l'Europe, à mon avis, devrait rendre aux États, et il y a des compétences plus fortes que l'Europe devrait assumer. Alors, vous êtes confiant sur ces élections? On dit qu'on a vu les chiffres qui montrent que le Front National pourra arriver devant l'UMP et le PS. Hein. Oui, j'observe que le Front National, d'ailleurs, dans l'enquête d'opinion à laquelle vous faites référence, a diminué. Mais écoutez, vous savez, quand on se lance dans une campagne électorale, je pense qu'il ne faut pas se préoccuper systématiquement des autres. Il faut arriver, avancer, préciser son programme et ses convictions et ce qu'est-ce que nous allons faire. Et puis après, les Français choisiront. Alors, les centristes qui partent... à part, ça vous embête, ça vous ennuie, ça vous fait peur? La langue française est riche, mais aucun de ces 3 qualificatifs n'est le mien. Alors, je dis, je le regrette. Vous le regrettez. Je le regrette parce que c'est vrai que ça aurait été symbolique que nous puissions partir ensemble, comme nous l'avions fait lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République et qu'il avait su imposer cette unité. Est-ce que vous avez courtisé Ramayad à ce sujet pour les européennes? On m'a dit ça, c'est...
Pas du tout. Pas à ma connaissance, mais enfin, naturellement, elle serait la bienvenue. Ça Elle serait va la de soi. bienvenue. Alors, Déborah évoquait éventuellement le point de départ de l'opération Retour de Nicolas Sarkozy Oui, avec que ses vous êtes élections président de européennes. l'association des Vous amis êtes le de président Nicolas. de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Vous disiez qui annonce son retour? Eh bien, je vous le disais. Donc, Bernadette Chirac, secret de Polichinelle, elle est dans la confidence comme elle l'a révélé sur Europe 1. J'ai interdiction de le dire. Mais il vous l'a dit. Je vous dis, il va me gronder, hein. Je ne vous demande pas de me dire ce qu'il vous a dit, je vous demande de me dire s'il vous a dit Ça revient il même. va parler de ses intentions. Ça revient même. On comprend que la réponse est oui. Bon. Évidemment. Alors, évidemment, Brice Hortefeux, vous pouvez le dire au risque d'être grondé. Oui. Mais écoutez, Bernadette Chirac Non, on parle de Nicolas Sarkozy. Bernadette Chirac a toujours eu de l'affection, de la complicité et a toujours exprimé une grande confiance et un grand soutien à Nicolas Sarkozy. Elle a des confidences aussi. Donc peut-être a-t-elle interprété ses confidences comme répondant à ses aspirations. Bien. Ce n'est pas de l'humour corrézien. Alors, mais Madame Chirac, comme vous le savez, a énormément d'humour. Alors on va peut-être parler aussi. Elle parle clair quand elle aime, mais elle parle aussi précis quand elle déteste. Alors, du retour de Nicolas Sarkozy, il en a été question ce week-end au Conseil national de l'UMP, oui, on a samedi. assez peu parlé de lui, en définitive, et on a beaucoup parlé des primaires, avec l'organisation d'une haute autorité, avec des sages, voilà. Donc la question... Donc le processus est installé. Le processus est lancé, il y aura une primaire, tous les ténors de l'UMP ont l'air assez d'accord sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas eu d'ailleurs que cela, l'occasion de ce Conseil national. Non, mais bien sûr, mais il y a eu toute une série de votes, de scrutins, de consultations des cadres de l'UMP, et ça s'est passé, comme vous le savez, dans un climat détendu, notamment pour l'élection du bureau politique, qui est l'instance statutaire de notre famille politique, où il y a eu un accord qui est intervenu entre nous tous, et tout s'est très bien déroulé. La primaire. Maintenant, sur la primaire, il y a eu une décision lors de la commission de la révision des statuts mettant en place ces primaires. Je vous précise d'ailleurs que je faisais partie de cette commission et que j'ai indiqué que je ne m'y étais pas opposé. Mais est-ce que vous imaginez que le processus puisse être arrêté? Oui. Si Nicolas Sarkozy revient, Jean-Pierre Raffarin dit s'il y a un candidat qui est à 60% indiscutable, la primaire... Que dites-vous, ce que je vous dis très simplement, c'est que j'ai voté le principe de ces primaires, mais que je considère que l'on ne peut pas écarter d'un revers de main ce que Jean-Pierre Raffarin ou Henri Guénaud disent sur ce sujet, notamment quand ils rappellent l'un et l'autre avec leur vocabulaire et leurs mots que ce n'est pas dans la tradition de la Ve République ou que ce n'est pas dans la tradition gaulliste, comme le dit Henri Guénaud. Voilà. Et à ce stade, je n'en dirai d'ailleurs pas plus. Mais quand même, c'est-à-dire, s'il y a des sondages très favorables à Nicolas Sarkozy, à son retour, les sondages seront plus forts que la démocratie interne? Si c'est vous qui le dites. Non, je pose la question. Non, là, ce que vous présentiez comme une affirmation. Non, les sondages seront-ils plus forts que la démocratie interne? Écoutez, nous n'en sommes pas là. Je vous, encore une fois, précise les choses. L'UMP a adopté les primaires. Moi-même, dans la commission des statuts, je ne m'y étais pas opposé. Oui, simultanément, je n'écarte pas d'un revers de main ce que dit l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin ou la forte personnalité qui est Henri Guénaud. Et je dis, nous verrons bien le moment. Alors, que dites-vous de François Fillon? François Fillon, il dit, attention, s'il n'y a pas de primaire, il va y avoir division à droite, il y aura plusieurs candidats de l'UMP, et donc on risque bien de laisser passer le Front National au second tour à la prochaine présidentielle. Que pensez-vous? C'est une menace de François Fillon. Non, mais c'est sa conviction, c'est parfaitement son droit de l'exprimer. Cela ne me choque en rien. Simplement, nous sommes juste au tout début de 2014. Nous verrons bien quelle est la situation le moment venu. Je vous ai récapitulé mon sentiment en ce début d'année 2014. Donnons-nous rendez-vous plus tard, lorsque la question réellement de la préparation de l'élection présidentielle sera lancée. Je pensais que vous alliez nous parler lorsque la question du retour effectif de Nicolas Sarkozy se posera. Vous connaissez quand même depuis bientôt plus de 35 ans, si je ne m'abuse. C'est un ami de plus de 35 ans. Enfin, je dis pas hélas parce que ça fait longtemps que je le connais, ça fait hélas parce que très proche de lui, donc on a du mal à imaginer qu'il aille à une primaire. Écoutez, très sincèrement. Ce n'est pas son sujet. Voilà, je ne peux pas vous dire plus.
C'est pas son sujet. La primaire, c'est pas C'est-à-dire- son sujet. Ce n'est pas son sujet. En tant sujet, qu'ancien c'est la président. J'avais dit, alors, malheureusement, je suis obligé de me répéter, pardonnez-moi, mais j'avais dit, la primaire, pour lui, c'est secondaire. Voilà, et je n'ai pas changé d'avis. D'accord. Ça veut dire qu'il considère qu'il peut et qu'il doit s'en dispenser comme ancien président. Ce n'est pas son sujet, donc je ne sais pas quel est son sentiment sur ce point. Ce n'est pas son sujet. Il n'est pas dans la vie politique quotidienne nationale, ce n'est pas son sujet. Oui. Mais vous le voyez assez régulièrement, il consulte beaucoup, il voit des députés, il est très impliqué pour un retraité Quel est son politique. sujet aujourd'hui? Quel est son sujet aujourd'hui? En réalité, c'est très simple. Il n'intervient pas, comme vous l'avez observé, dans la vie politique quotidienne nationale depuis 2012. Il ne donne pas d'interview, il ne fait pas de meeting, il ne donne pas de sentiment. Il l'a fait une fois sur un sujet très précis. Non, exactement. Il a fait une fois, vous avez raison, une fois sur le sujet international, parce qu'il trouvait que la France était quand même très passive, très les bras ballants sur la question syrienne. Et il est intervenu une deuxième fois quand il y a eu la décision du Conseil constitutionnel sur le plafonnement de la campagne présidentielle. D'ailleurs, à ce sujet, on en est où? Écoutez, je crois. Je peux pas, enfin je pense, je ne peux pas vous répondre très précisément parce que je ne connais pas le détail, mais enfin j'imagine que s'il y avait eu un problème, ça se serait su. D'accord. Donc il n'y a voilà. plus d'obstacles judiciaires pour le retour de Nicolas Sarkozy. Il y a une enquête qui a été une enquête préliminaire, mais qui est la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Non, en revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est une réflexion que je vous fais d'ailleurs, à vous individuellement, mais collectivement, mais aussi à vous individuellement. Il y a eu toute une histoire, notamment sur ce qu'on a appelé l'affaire Karachi. Je n'y reviens pas dans les détails. Franchement, son nom a été avancé, évoqué, souligné, surligné, et ainsi de suite. Il y a eu une décision. Si, on a totalement exonéré sur ce sujet. Ça fait 2000 lignes, personne n'en parle. Alors, il y a un autre sujet. C'est sans doute la règle, mais c'est quand même quelque chose de très désagréable. Il y a un autre sujet dont on va parler. France 3 va diffuser ce mercredi une interview du colonel Kadhafi, réalisée en 2011, dans laquelle il affirme avoir financé la première campagne de Nicolas Sarkozy. Il s'exprimait là 4 jours avant les premières frappes occidentales. Que pensez-vous de... Il n'y a rien de nouveau. Enfin, là, c'est lui, on l'entend, le dire. On l'avait entendu. Non, mais attendez, il n'avance pas de preuves, mais... Oui, mais attendez, vous êtes gentil, mais là, c'est plus de l'actualité, c'est de l'histoire que vous faites. Bien sûr qu'il avait évoqué cela, mais franchement... Il dit qu'il répond à une demande de soutien financier. Oui, mais attendez... Sans précision de modalité, de montant. Attendez, de toute déclaration, tout ça. Mais est-ce que vous y pouvez imaginer, simplement, je pose juste la question, que quelqu'un qui est sur le point d'être renversé, et qui allait perdre l'autorité, le prestige, les moyens, le statut, allait remercier la France essentiellement, et le Royaume-Uni, allait remercier ceux qui mettaient fin à sa dictature. Donc ce sont des mots de vengeance. Attendez, est-ce que je vous pose la question très simple. Non, mais je vous pose la question très simple. Comment vous qualifiez les propos de Kadhafi? Cette question du financement de Kadhafi, tous les 3 ou 4 mois. C'était une forme de vengeance dans la bouche de Kadhafi, c'est ce que vous dites? Encore une fois, mettez-vous à la place de dignitaires d'un régime dictatorial qui allait être renversé par l'action de la France. Franchement, il n'allait pas encourager et dire merci et bravo. Donc pour vous, rien de nouveau avec cette bande magnétique? Écoutez, on l'avait déjà vu, à ma connaissance. Dernière question. Alors toujours sur, je crois que l'association des amis Nicolas Sarkozy se réunit, je crois, demain. Vous allez déjeuner. Vous dites, je voyais tout à l'heure sur votre site que les adhésions se multiplient. Comment ça fonctionne, votre organisation? Ça se passe comment? Vous avez des délégués dans tous les départements? Non, justement, c'est une association, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un courant. Et j'avais d'ailleurs annoncé que nous allions décliner cela à l'échelon local et notamment régional. Et nous étions prêts et nous envisagions de l'indiquer, mais comme cela s'est su depuis, nous considérons que le temps qui s'ouvre, c'est le temps des élections municipales et européennes, et donc c'est le temps des partis. Et donc, nous n'allons pas ajouter une structure à d'autres structures. En revanche, oui, nous nous réunissons demain, comme nous le faisons régulièrement, et un endroit qui s'appelle l'Entre-Amis, parce que c'est ça, c'est un élan d'amitié, de fidélité, de reconnaissance. Très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez à Nicolas Sarkozy pour son anniversaire? Il a 59 ans ce mardi. Aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, vous lui avez souhaité?
Vous lui souhaitez Pas quoi? encore, Pas mais encore tout à l'heure. Pour lui souhaiter quoi? On lui souhaite... Vous? Je lui souhaite, d'abord avec beaucoup d'affection, mais en même temps Ah, faut être respect, sincère, hein. mais je lui souhaite de rester tel qu'il est. Ah oui, bon, Voilà. d'accord. Encore un mot. Est-ce que vous souhaitez la victoire de François Bayrou au municipal à Pau? Oui ou non? Je souhaite qu'il y ait une alternance à Pau, puisque... C'est votre candidat, François Bayrou. Il n'y a pas eu d'investiture qui a été donnée par mais il a Vous ne le pouvez pas faire mais- autrement, comme Jean-François mais Copé, c'est je ça souhaite l'alternance. Il n'y a pas d'autre solution. Dans cette ville, je souhaite l'alternance dans cette ville comme dans les autres villes qui sont détenues aujourd'hui par le Parti socialiste. Avec Donc, je moins de souhaite cœur, on l'alternance. l'entend quand même, hein, quand Oui. il s'agit de François Bayrou. Ça Merci. vous a pas échappé? Ouais, ça nous a tous Vous êtes très frappés, observateur. N'est-ce pas, hein, un peu de psychologie, ça aide. Merci Déborah. Merci. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant, juste après cette enquête de Jérôme Rabier sur Manuel Valls, dont le modèle, dit-on, parfois, est Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Mais pourquoi aujourd'hui, plus particulièrement, le ministre de l'Intérieur devient une cible prioritaire de l'UMP, comme on l'a encore vu ce week-end? Monsieur Valls donne des coups de menton, bondit sur chaque fait divers, exploite à son profit chaque polémique, critique ses prédécesseurs. Si le nom de Manuel Valls n'avait pas été prononcé, la description aurait également pu coller à Nicolas Sarkozy du temps où il était place Beauvau. Même activisme, même propension à imposer leur rythme aux médias, même volonté de voir plus loin, ou plutôt de l'autre côté de la rue, où se trouve l'Élysée. Mais confronté aux chiffres de la délinquance qui ne sont pas bons, le ministre de l'Intérieur touche désormais aux limites de sa méthode, surtout après avoir pris des risques sur des sujets polémiques. Après les polémiques sur les Roms, l'affaire Leonarda, l'affaire Dieudonné, il y a le sentiment qu'au lieu de s'installer dans la communication de l'action, Manuel Valls s'installe dans les polémiques qui divisent les Français et surtout qui divisent la gauche et encore pire, qui divisent le PS. Donc aujourd'hui, clairement, Manuel Valls a un problème pour rebondir politiquement. Son nouveau cheval de bataille, la lutte contre l'extrême droite, même s'il s'en défend, c'est bien une tournée anti-FN qui l'a amené à Hénin-Beaumont la semaine dernière. Mais là encore, il se heurte aux résultats sur la délinquance. Le parti frontiste n'hésite pas à parler d'un ministre en campagne aux frais des contribuables. On vit en insécurité en France. Et la priorité du ministre de l'Intérieur, c'est quoi? C'est de venir faire un meeting contre le Front National. Eh bien, on voit le vrai visage de M. Valls. Ministre le plus populaire du gouvernement, Manuel Valls est actuellement confronté à une chute de 6 à 8 points dans les derniers sondages. Mais dans son entourage, on défend sa méthode. Un ministre de l'Intérieur qui est sur les territoires, au quotidien, avec les Français. Depuis 2 ans, nous avons installé avec le ministre de l'Intérieur des zones de sécurité prioritaires, plus de 60 aujourd'hui, presque 80, qui démontrent que cela réussit et que partout où ces ZSP existent, le taux de délinquance diminue. Manuel Valls le sait, la sécurité est une des priorités des Français, donc pas question d'abandonner ce terrain à la droite ou à l'extrême droite pour le ministre qui rêve un jour d'accéder au sommet de l'État. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir Vos Michel. questions, Bonsoir nombreuses Brice-Hortefeux. également à Brice-Hortefeux. Alors, est-ce que les mauvais chiffres de la délinquance, des vols et des cambriolages, notamment publiés jeudi dernier, montrent les limites de la méthode de Manuel Valls? Oui, je l'avais d'ailleurs prévu et évoqué au début dans le scepticisme général. Je ne personnalise pas, ce n'est pas l'individu, la personnalité Manuel Valls qui est en cause, c'est la politique d'un gouvernement. Et pourquoi? Parce que lorsque l'on exerce les responsabilités de la sécurité de nos concitoyens, c'est-à-dire l'intérieur et la justice, et que l'on dit la politique des résultats c'est terminé, ça ne compte pas, c'est plus notre sujet. C'est pas ce que dit Manuel Valls. Si, non, c'est très exactement ce qu'il a dit. Lui, il appelait ça la politique du chiffre. Moi, j'ai appelé ça la politique des résultats. Il dit la politique du chiffre, c'est fini. Moi, j'ai dit, donc j'ai compris, la politique des résultats, c'est fini. Et ensuite, quand on dit que de toute manière, lorsqu'on est condamné jusqu'à 5 années de prison, on n'est pas obligé d'en faire une seule journée. Eh bien, je dis, ça ne peut pas. C'est la réforme que souhaite Christiane ça Taubira et qui n'a pas encore été examinée par le Parlement. Oui, mais dites-vous bien, c'est là où vous voyez peut-être qu'il y a une différence entre vous et moi sur ce plan, c'est que vous pensez, vous partez d'un présupposé, c'est que le délinquant ne connaît pas ces sujets-là. Discutez, je vous encourage à le faire, avec les responsables, par exemple, des polices aux frontières, dans les aéroports, ou avec les responsables de la gendarmerie. Quand ils interpellent un délinquant, ils sont frappés par le fait qu'ils connaissent très exactement l'évolution de la politique qui est menée en matière
pénale, par exemple. Vous voulez dire que la prison ne fait plus peur? Non, ça veut dire qu'ils savent que de toute manière, il y a très peu de chances qu'ils y échapperont. Donc, la conjugaison... D'où peut-être l'intérêt des peines de probation que propose Christiane Taubira, des alternatives. La conjugaison des deux, précisément, aboutit à une détérioration de la délinquance. Mais je ne veux pas être caricatural. Et bien évidemment, nos sociétés deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus violentes. C'est pour ça que nous avions proposé, et nous avions imaginé une réforme, par exemple, de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Parce que nous considérons que la délinquance des mineurs aujourd'hui n'est pas la même que celle qui était exactement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces réformes ont été en partie faites. Il a été décidé qu'on ne touchait pas. Il a été décidé que l'on ne toucherait pas à l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Je le dis sincèrement, je pense que c'est une erreur. Je vous donne un autre exemple, mais c'est sain dans une démocratie. En matière de politique migratoire, le gouvernement considère que l'accès à la nationalité, c'est le départ d'un parcours d'intégration. Eh bien, nous, dans l'opposition, et c'est des sujets que je connais un peu mieux parce que je les ai exercés, à la fois l'immigration et l'intérieur, nous considérons exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'accès à la nationalité, ça doit être l'aboutissement du parcours d'intégration. C'est une conversation que j'ai eue avec le ministre de l'Intérieur, qui a tenté de me convaincre qu'on n'était pas si éloigné l'un de l'autre. Je dis non, dans les mots peut-être, mais dans la réalité, si. Eh bien, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est la différence entre les mots qui sont forts, les actes qui sont faibles, et la conséquence de tout ça, c'est une délinquance qui se dégrade, une situation de la délinquance qui se dégrade. Mais quand on entend François Fillon parler de la méthode de Manuel Valls, on l'a vu dans le reportage, on a l'impression qu'il fait allusion à quelqu'un qu'il connaît bien. Est-ce que vous avez l'impression quand même que parfois Manuel Valls, c'est l'enfant politique de Nicolas Sarkozy? Dans la méthode, dans la façon de faire. Oui, mais c'est pas comme ça la politique, ça. L'action publique, c'est pas ça. Bien sûr que les mots ça compte, bien sûr que les postures ça compte, bien sûr que le style ça compte, mais il y a une grande différence entre ce qui a été mené par Nicolas Sarkozy et ce qui est mené par le gouvernement actuel. C'est que dans un oui, que le gouvernement a trouvé ses limites, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence, c'est que dans un cas, il y avait des résultats et dans l'autre, il n'y en a pas. Vous savez, on a l'air de découvrir depuis 8 jours. Enfin, il y avait des résultats. Non, pas du tout. L'Observatoire national de... Pardon de vous le dire, si c'était moi qui vous le disais... Par exemple, sur les cambriolages, la hausse des cambriolages, elle a débuté en 2008-2009 et de façon, elle s'est aggravée de façon continue. Donc elle a démarré sous Nicolas Sarkozy. Attendez. Si c'est moi qui vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je sens que vous ne me croyez pas beaucoup. Mais en revanche, absolument. Mais en revanche, quand vous avez l'Observatoire indépendant de la délinquance et de la réponse pénale, qui est un observatoire indépendant, qui dit noir sur blanc que de 2007 à 2011, la délinquance a globalement diminué dans notre pays, qu'elle est remontée en 2012 et qu'elle s'est aggravée en 2013, ce qui est exactement dit. Alors ce sont les populations d'Europe centrale qui sont mises en cause, et là-dessus, Manuel Valls dit les reconduites à la frontière sont aussi nombreuses. Je suis très actif sur ce front-là, dit-il. Non, pas du tout, ça diminue. Là aussi, c'est pas vrai. Non, ça diminue, mais ça, pas pour moi. Pour les observatoires, c'est clairement indiqué qu'effectivement, il y a une évolution. Il y a une augmentation de 14% de naturalisation, une augmentation de 40 000 des régularisations et une diminution de 40% des retours. Bon, écoutez, ça c'est, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire qu'en politique, il faut faire aussi très attention. Attention aux mots, attention aux postures. Et justement, des mots qui sont forts, la République, la sécurité de tous, le droit des citoyens. Quand ça ne suit pas, à un moment donné, ça apparaît. Et c'est ce qui est en train d'apparaître. Et pourtant, Manuel Valls, il mouille sa chemise dans des combats. On l'a vu sur l'affaire Dieudonné, on le voit aussi contre le Front National. Il décide de faire campagne, ville par ville, pour les élections municipales, contre le Front National. Donc, sur le terrain, il mouille sa chemise. Vous faites un rapprochement sur l'affaire Dieudonné, comme ça. Sur l'affaire Dieudonné, j'avais dit que le combat était juste, mais que les bases juridiques étaient faibles. Très honnêtement, je ne pense pas me tromper, parce que si on était allé au bout d'un processus juridictionnel... Même si la position de Manuel Valls a été confortée. Oui, était confortée, mais enfin on n'est pas allé au bout, parce que, attention, s'il en va dans la Cour européenne de justice, bon, j'imagine que là, sans doute, ce que je vous dis aujourd'hui serait peut-être conforté. Bon, j'avais dit, les bases juridiques sont faibles, et on a vu, puisqu'il y a une contradiction, il y a eu des différences de jugement en quelques heures sur ce sujet. Mais attention à ce que certaines attitudes n'aboutissent pas à faire de la publicité. Voilà.
Donc je pense qu'il est utile de bien avoir cela en mémoire. La gesticulation, je ne dis pas ça pour Manuel Valls particulièrement, je le dis de manière générale, la gesticulation peut aboutir à l'effet inverse escompté. Alors vous avez parlé de la nationalité française et il y a une question qui revient dans l'actualité aujourd'hui, Perrine. Oui, sur ces jeunes qui partent faire le djihad en Syrie. Est-ce que quand ils ont une double nationalité, vous demandez peut-être à ce qu'ils soient déchus de leur nationalité française, ces jeunes? C'est un sujet très compliqué qui concerne beaucoup de monde. C'est ça d'ailleurs la préoccupation. Puisque l'on estime qu'il y avait, c'est très difficile, enfin Manuel Valls dit 700. Oui, au niveau européen, on estime que ça peut être entre 2 et 4 000, c'est ce qui est indiqué. Bon. Donc ce ne sont pas des chiffres minima, ce sont des chiffres extrêmement importants. Ce qui me préoccupe d'abord, c'est le suivi de ces jeunes. Il faut qu'il y ait un suivi de la part de nos services de renseignement. Je rappelle d'ailleurs que nos services de renseignement sont très performants, puisque je ne sais pas quelle est la statistique aujourd'hui, mais lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, et sur cette période plus large du quinquennat, on déjouait presque 2 attentats sur notre territoire par an, après c'est une donnée. Bon. Donc je souhaite qu'il y ait un suivi et si possible une anticipation. Vous avez vu à quelle vitesse il bascule dans la radicalisation. Bien sûr. Il y a un endoctrinement très jeune. C'est pour cela qu'on doit impérativement progresser dans les moyens techniques, technologiques, scientifiques, et que la police, c'est pas simplement une question. Et sur la question, quand on les rattrape en Turquie ou en Syrie et qu'ils reviennent en France, est-ce qu'il faut prendre D'abord, attendez de savoir en dehors de ces 2 jeunes, j'imagine que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont nés sur le territoire français, qu'ils ont, s'ils ont 16 ou 18 ans, qu'ils ont donc la nationalité française du fait du droit du sol, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, en plus à contester. Bon. Comme de surcroît, vous le savez aussi, dans les pays du Maghreb, le principe c'est la double nationalité. Donc, encore une fois, il y a une base juridique qui est là aussi très incertaine. Mais c'est plus que... Je comprends votre question, mais où est-ce que... vous aviez le premier posé la question sur les délinquants. Là, vous ne reprenez pas cette idée qui est défendue aujourd'hui. Il faut dire par le Front National ou par des gens à l'UMP comme Thierry Mariani, par exemple. Il y avait une base juridique qui est une base juridique incertaine, donc avant d'avancer sur ce sujet... Donc vous avez appris de cette expérience-là. J'avais émis un souhait... Et nous avions pris acte du fait que c'était juridiquement très compliqué, ce qui n'enlève rien au souhait qui était exprimé. Donc examinons les bases juridiques. Mais encore une fois, ce qui me préoccupe plus, c'est le suivi de ces jeunes et la capacité d'anticipation en pouvant les déceler dans les milieux associatifs, éducatifs et autres. 2 dernières minutes. 2 dernières minutes. Ce qui est préoccupant aussi, c'est la radicalisation de certains esprits de la société. On a pu le voir dimanche dernier avec le jour de la colère. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manifestation dont le seul point commun, on a l'impression, c'est un peu la haine des Juifs? Oui, peut-être que j'ai pas suffisamment suivi. Il y avait beaucoup de slogans mais je vous le dis, j'ai été très impressionné. Les chiffres, globalement, les chiffres de la police, bon, peut-être, disons qu'il y avait, j'ai vu qu'ils revendiquaient plus de 150 000 personnes. La police dit 17 000, disons que ça soit dans cette... Est-ce que ça vous inquiète, cette radicalisation? Moi, je pensais impressionné ou choqué par les slogans? J'ai été d'abord impressionné. Attendez, j'ai d'abord été impressionné par la mobilisation. Je m'attendais à une manifestation hors mobilisation syndicale, partisane et ainsi de suite. Allez, qu'il y ait 1000, 1500 personnes comme ça. Non, c'est pas ça. Et ça veut dire quoi au-delà? Ça veut dire sans doute qu'un des engagements, finalement, de François Hollande, là aussi, est battu en brèche. Et nous avons une France qui est aujourd'hui une France déchirée, parce qu'une France excédée. C'est cela que j'ai interprété. Vous êtes d'accord? Oui, excédée, et qui donc connaît peut-être des dérives. Alors, parmi les gens qui étaient là, j'imagine qu'il y en avait qui étaient ceux qui étaient majoritairement, parce que violemment hostiles à François Hollande et pour la politique qui était menée, mais ils se sont mobilisés hors toute consigne partisane, syndicale et autres, et puis naturellement des éléments extrémistes, le nombre des éléments d'interpellation. Et pour vous donner un ordre de grandeur qui vous permet de comprendre, par exemple dans la nuit de la Saint-Sylvestre en 2010, de 2010 à 2011, il y avait 100 personnes qui avaient été interpellées dans la Seine-Saint-Denis. Là, 260, ça signifie qu'il y avait véritablement une tension.
Merci Brice Hortefeux d'avoir été avec nous. Et oui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je voulais savoir si l'Auvergne allait se fondre dans le Limousin. Est-ce qu'il faut agrandir l'Auvergne? Oui ou non? 10 secondes. C'est un vrai sujet. Ça ne peut se faire qu'avec la consultation des populations. Je ne crois pas que ça puisse se faire sans la consultation des populations. Ils ne jamais. Et il faut le faire, on ne sait pas. Votre avis, il faut le faire dans l'intérêt des administrés et des habitants. Donc ce sont deux conditions. Qu'on me démontre l'intérêt et que ça se fasse avec l'assentiment des populations. Pour une grande Auvergne demain. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à très vite. Absolument. Démocratie, Tunisie, femmes, liberté, égalité.